Bonjour tout le monde, merci à Supply Chain Plus de nous avoir conviés à présenter dans le cadre de ce colloque. Merci à vous tous d'être présents et d'être à l'écoute de ce qu'on va dire, de ce que je vais dire sur les quelques prochaines minutes, en espérant que ça va vous intéresser. Donc la thématique c'est l'IA, donc ça va forcément être redondant avec pas mal de sujets que vous avez pu voir avec d'autres intervenants. J'ai pas participé à toutes les présentations, mais le peu que j'ai pu écouter, je me suis dit tiens, on va dire la même chose. Donc je vais essayer de sortir, enfin d'apporter peut-être, je sais pas, j'espère en tout cas un petit éclairage différent, en vous proposant une grille de lecture plutôt qu'une liste de cas d'usage. Alors, c'est un exercice aussi marketing, donc il y aura quelques cas d'usage, donc vous n'allez pas échapper à la punition de voir quelques écrans de licence, mais que j'essaierai d'inscrire dans le cadre d'une grille de lecture un peu plus large, qui, j'espère, vous servira au-delà de cette séance d'aujourd'hui. Ça marche. Avec ma souris, parfait. Donc je commencerai d'abord par me présenter plein licence, peut-être me présenter moi-même, j'ai oublié. Donc moi je suis Mustapha Sali, je suis associé cofondateur de l'entreprise Plein Licence. J'en dirai quelques mots là dans un instant. Et je m'occupe du produit, donc chez Plein Licence. Donc l'agenda, je vais commencer par introduire Plein Licence, l'entreprise que vous ne connaissez peut-être pas, pour expliquer ce qu'on fait. Je reviendrai sur quelques tendances de fond que vous connaissez, mais c'est toujours bien de se les rappeler pour comprendre pourquoi en fait on est ici aujourd'hui à parler d'IA. Je ferai ensuite un focus, ça sera l'essentiel de ce qui va nous occuper. Donc l'IA et la prise de décision dans la planification et l'explicabilité des modèles. Il y a eu quelques questions sur cet aspect-là tout à l'heure. Donc on pourra en rediscuter si vous voulez bien. Il n'y a pas d'eau. Il y a d'eau, mais pas d'eau oblique. Pas d'eau. Bon, je vais essayer de tenir sans eau. Ok. Alors, qui sommes-nous, Plein Licence? Donc, on est une entreprise de software, donc dans le domaine de la planification. Donc, on édite notre solution de planification end-to-end ici, enfin, dans nos locaux à Paris. On existe depuis 2015, mais ce n'est que depuis quelques années simplement qu'on a structuré une plateforme Plein Licence de planification end-to-end avec des briques de demand planning, supply planning et scheduling. On fait du conseil d'intégration, mais on est aussi en partenariat avec de plus en plus de cabinets de conseil pour nous accompagner dans le déploiement de la solution. On est en croissance depuis le démarrage, sans interruption. On a un certain nombre de projets réussis dans pas mal de domaines. C'est la diversité des domaines aussi qui fait notre force et qu'on est capable d'intervenir dans pas mal de domaines, pas mal de verticales, cosmétiques, pharmaceutiques, agroalimentaires et automobiles plus récemment. Donc ça c'est notre offre produit. Donc on est sur 4 briques, demand planning, distribution planning, production planning et scheduling. Sachant qu'historiquement on a commencé, on a remonté le cours de la rivière en partant du scheduling vers le demand, ce qui fait qu'on a des modèles de données un peu particuliers qui permettent d'aller très finement dans la manière de représenter les choses, y compris quand on fait du demand planning ou quand on fait de la du production planning. Qu'est-ce qui fait notre originalité? Peut-être quelques points forts sur lesquels on communique. En tout cas, c'est l'expérience dans l'industrie depuis le démarrage. Donc on a adressé pas mal de sujets très, très variés. La solution est conçue pour être personnalisable, paramétrable. Et c'est peut-être ça aussi un point fort, c'est qu'on arrive à la déployer de manière agile. Avec des objectifs très ambitieux de MVP au bout de quelques semaines, simplement après la fin des ateliers de conception.
On bénéficie d'une large connectivité, ça aussi c'est en lien avec notre histoire, puisque mon associé Nazim, qui est là dans la salle, vient du monde SAP. Et donc on a très vite compris qu'une des clés de succès, c'était de pouvoir s'interfacer rapidement, facilement à l'écosystème applicatif, et notamment SAP qui est très présent dans l'industrie et même ailleurs. Capacité d'optimisation avec beaucoup de... Donc ça sera aussi l'objet de la discussion du jour, autour de la prise de décision. Et la solution se veut collaborative parce que les décisions se prennent ensemble, jamais seules, et parce que la technologie aussi nous permet aujourd'hui d'avoir ce genre d'approche. Quelques références clients, donc vous reconnaîtrez quelques marques connues avec lesquelles on travaille. Soit en scheduling, soit en supply planning, soit les deux, soit en demand, donc c'est assez varié. J'en arrive au propos principal de mon intervention, l'IA, donc au-delà de l'engouement actuel pour les IA génératives, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelle lecture on pourrait faire de ces nouvelles technologies, comment les inscrire dans des processus de prise de décision? C'est un peu le sujet que je vais essayer de développer. Alors, les tendances de fond, donc 4 ingrédients en fait qui font qu'aujourd'hui on n'en est plus à se poser la question si l'IA est un effet de mode ou vraiment quelque chose qui va bouleverser nos façons de faire et d'exercer notre métier. Ce qui ne fait plus poser la question, c'est le fait qu'il y a un vrai marché. Donc, vous avez à gauche une projection du marché de l'intelligence artificielle au sens large, avec la petite anomalie de 2021 qui était un rattrapage de la période Covid, mais un marché qui ne cesse de croître. Alors derrière tout ça, il y a quand même des craintes de est-ce qu'on n'est pas dans une forme de bulle, est-ce qu'on n'a pas surinvesti, etc. Bon, c'est pas mon rôle aujourd'hui, mais bon, c'est des questions quand même intéressantes à se poser. Quoi qu'il en soit, le marché est en croissance et ne faiblit pas. Le deuxième élément, donc, qui est représenté à travers la petite courbe à droite et qui m'est cher parce que je viens du monde académique, c'est la recherche autour de ces domaines-là. Donc on voit à quel point donc, il y a eu un point d'inflexion autour des années 2014-2015. Donc c'est le moment où vraiment on commence à avoir des formes d'IA surpuissantes, dopées au réseau de neurones avec les moteurs d'optimisation et d'IA de Google qui étaient à ce moment-là en première ligne. Donc il y a un vrai moment d'intérêt qui se dessine à ce moment-là et qui ne faiblit pas. Donc aujourd'hui on atteint une forme de plateau, mais c'est un plateau qui se maintient. Donc il a fait augmenter de l'ordre de 20-25% la quantité d'articles scientifiques publiés autour du domaine de l'IA. Donc c'est énorme. Les autres ingrédients, j'ai dit qu'il y en avait 4. Le troisième, c'est la data. La personne qui m'a précédé a parlé de ce point-là. Donc à quel point c'est important d'avoir de la data propre, exploitable, etc. Vous avez un petit graphique, donc vous pouvez les retrouver, ces graphiques, sur Our World in Data. Donc c'est le nombre de points d'entraînement utilisés par les LLM, donc les large language models, comme ChatGPT. Donc les 4 ingrédients sont réunis, on n'est vraiment plus dans on n'est vraiment plus à se poser la question s'il s'agit de tendance de fond ou d'effet de mode, on est vraiment sur une tendance. On verra ce que l'avenir nous réserve sur la question de est-ce que c'est une bulle ou pas, mais en tout cas, d'un point de vue pratico-pratique, c'est des choses qui ne vont pas s'arrêter d'envahir notre quotidien. Autant s'y intéresser. Un élément peut-être plus proche de nous, un peu moins éloigné, un cas d'usage assez standard dans le domaine de la planification, c'est celui de la prévision des ventes. Donc, mon prédécesseur en a très bien parlé. Donc, dans la prévision des ventes, c'est peut-être le premier use case du cas d'usage qui s'est vu confronté à la question de l'IA. Donc, les modèles de prévision, est-ce que les modèles historiques classiques sont suffisants? Est-ce qu'ils vont être dépassés par les modèles de machine learning, etc. Alors, il y a une compétition, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle la M Competition,
donc M qui est l'initiale de la personne qui a initié cette compétition, et qui est professeur à l'université de Nicosie, donc qui est chypriote, et qui, dans les années 80, avait lancé une compétition donc, qui confrontait des modèles de prévision. Donc il mettait à disposition des données, et c'était ouvert, donc c'était des compétitions ouvertes, et les compétiteurs proposaient des modèles qui se confrontaient. On avait à l'issue de la compétition les meilleurs modèles qui étaient primés. Jusqu'aux années 2000, donc la compétition, il y a eu plusieurs éditions, donc jusqu'aux années 2000, les modèles les plus performants, c'était les modèles statistiques classiques, donc de lissage exponentiel notamment. Autour des années 2000, donc il y a eu une nouvelle édition de cette compétition, et on commence à ce moment-là à voir apparaître de nouvelles formes de modèles, donc des modèles de machine learning, et la compétition n'est pas si... en fait, le résultat n'est pas si clair, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la résistance, des modèles statistiques classiques, historiques, les bonnes vieilles méthodes de lissage exponentiel, Holt et Winters, etc., résistent plutôt bien à ce moment-là. 2 ans plus tard, donc c'est pas si loin que ça, il y a 2 ans et 2 ans après la 4e édition, les approches d'apprentissage type machine learning, donc apprentissage automatique, surpassent très largement les méthodes classiques habituellement utilisées. Donc on est vraiment à un tournant à ce moment-là, donc c'est assez récent, qui fait qu'on est vraiment face à une montée en puissance de ces algorithmes, et notamment ici illustré à travers ce cas d'usage qui est la prévision, donc un cas assez classique. Ceci étant dit, donc on est tous convaincus que l'IA c'est quelque chose qui va changer nos façons de vivre, mais comment? La question est comment, et surtout comment est-ce qu'on peut s'approprier ces technologies sans se laisser dépasser ou écraser par elles dans certains domaines. Donc c'est ce que je disais en introduction, je vais parler de quelques cas d'usage, mais que je vais imbriquer ou enchâsser dans une grille de lecture. Elle vaut ce qu'elle vaut, c'est à vous de voir si elle a un intérêt pour vous. Et cette grille de lecture, donc elle va d'abord s'appuyer sur un axe qui est celui de la délégation de la prise de décision. Donc à quel point on est prêt, en tant que praticien, en tant que supply chain manager, en tant que planificateur, à quel point on est prêt à laisser la main à l'IA dans la prise de décision. Alors, je précise juste que quand je parle d'IA, c'est une expression, c'est un concept qui pour moi est très large, donc qui intègre énormément de choses, le machine learning, on en a parlé, mais aussi l'optimisation combinatoire, les méta-heuristiques, les LLM, tout ça. Donc c'est un gros paquet de plein de choses très différentes que moi je mets sous cette bannière IA. Donc, je disais donc grille de lecture avec un premier axe de lecture qui est celui du degré de la délégation dans la prise de décision. Alors évidemment, on est sur des choses très complexes, on est sur des continuums, et pour simplifier le propos, j'ai choisi de décomposer en 3 niveaux simplement. Un premier niveau qui est celui de l'assistance, donc c'est le degré 0 de la délégation. Donc on est assisté par une IA, donc qui va collecter, sélectionner, mettre en forme des informations et les restituer à un utilisateur qui en fait ce qu'il veut. D'accord ? Le deuxième niveau, c'est celui de la recommandation. Donc là, déjà, on passe un palier. L'IA devient un outil qui permet de recommander ou de suggérer des choses, mais ne décide toujours pas. Elle ne fait pas que simplement collecter de la donnée, la mettre en forme, elle suggère des choses à faire. Elle dit, vous feriez bien de déplacer ce stock de tel endroit à tel endroit. Vous feriez bien d'augmenter la capacité de telle machine à telle période de l'horizon. Vous feriez bien d'augmenter votre prévision de vente sur cette période, etc. Donc ça, c'est de la recommandation. Le dernier niveau, c'est celui autour duquel on fantasme tous, c'est celui de la décision, c'est-à-dire qu'on délègue tout. L'IA décide à la place d'eux et ne demande pas finalement l'approbation de qui que ce soit avant d'acter des décisions, des choix dans les systèmes d'information, puis ensuite dans la pratique et dans le monde physique. Donc là, on est sur le degré maximum de délégation, et c'est peut-être, je disais, c'est celui autour duquel on fantasme le plus, mais c'est peut-être celui qui est le plus rare en fait dans la pratique. Très rare qu'on délègue totalement.
Donc l'IA décide sans validation préalable obligatoire par le planificateur ou le praticien. Donc, là, je suis sur des cas d'usage de planification, c'est pour ça que j'ai mis planificateur. Alors, première illustration, donc très modeste du point de vue de ce qu'on fait chez Planisas, au niveau d'assistance. Donc quelques enjeux importants à ce niveau-là. Il faut que les données soient pertinentes pour les restituer et qu'elles aient du sens. Il faut que aussi la restitution soit utilisable. Donc généralement, enfin, aujourd'hui, la restitution elle est plutôt sous forme visuelle, tableau de bord, des choses comme ça, qui facilitent la compréhension des données et pour ensuite orienter la prise de décision. Donc une petite séquence juste pour montrer à quoi ça ressemble. Je vous ai dit, j'avais dit qu'on n'alliez pas échapper à la sentence de voir quelques écrans de Planisas. En voici un. Donc on est sur de l'analyse de type tableau de bord dynamique connecté aux espaces de travail des planificateurs. Donc on a la possibilité de naviguer, de passer du tableau de bord à l'espace de travail. On n'est pas sur des tableaux de bord de restitution, simplement. C'est pas que de la restitution, c'est pas que de la BI, c'est vraiment des rapports qui sont connectés aux actions des planificateurs. Donc ils peuvent simuler des choses, ils peuvent voir l'effet de la simulation en temps réel, etc. Donc ça c'est un première illustration de ce que peut être un assistant, une forme d'assistance IA. Je regarde aussi. Le deuxième niveau, donc recommandation, ici les enjeux, c'est l'efficacité. Il faut fournir des propositions qui sont réalisables, efficaces, parce qu'on cherche tous à maximiser un certain nombre de critères, l'efficacité opérationnelle, réduire les temps, réduire les délais, réduire les déchets, réduire les coûts. Donc la recommandation doit aller dans ce sens nécessairement. Et elle doit aussi permettre, elle doit être réalisable, elle doit permettre d'adapter facilement. Il ne s'agit pas de faire des recommandations surréalistes, totalement déconnectées de la réalité du planificateur. Donc il faut que les recommandations aient un sens pratique pour l'utilisateur. Autrement dit, il ne faut pas avoir une IA qui hallucine, c'est le terme employé pour désigner les réponses parfois farfelues de certaines IA, dans un domaine où il s'agit de prendre des décisions très concrètes. Un cas d'usage, donc j'imagine qu'il y a eu quelques démonstrations avant celle-ci pour montrer comment on peut avoir un assistant type IA générative connecté à une solution de planification. C'est le cas ici. Donc ça c'est notre écran de planification principal. On a un certain nombre d'indicateurs, que c'est pas très visible. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on lance un chat et on discute avec une instance de ChatGPT ou d'une autre IA générative qui concerne uniquement les datas affichées à l'écran. Donc l'utilisateur peut modifier des choses en live sur son écran. Je ne sais pas, par exemple, modifier une quantité sur une date, augmenter la capacité d'une machine sur une période, relancer, poser une question en langage naturel et obtenir des réponses. Un usage assez, je pense, qui a été repris pas mal par les collègues qui travaillent sur ces sujets-là. Donc là, on est vraiment sur la recommandation. L'IA recommande de faire un certain nombre de choses. Donc on peut dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour réduire la saturation de telle ligne dans mon atelier. Il va faire une proposition, il va faire une recommandation. Donc c'est le type de questions qu'on peut poser. Après, on est totalement libre du type de questions, et c'est ça qui est intéressant, c'est du requêtage en langage naturel. Donc on peut dire ce qu'on veut. Le dernier niveau, donc, c'est celui de la décision autonome. Alors, je vais tricher un petit peu parce que ce que je vais montrer, c'est pas totalement de la décision autonome, c'est de la décision autonome partielle. Je disais que c'était le cas sur lequel on fantasmait le plus, mais en réalité, c'est très très compliqué, en tout cas dans notre métier, de trouver des exemples de décisions totalement autonomes. Mais si on se projette et qu'on fait une petite expérience de pensée, donc on a des IA qui sont capables de décider à notre place, qu'est-ce qu'il faut qu'elles soient capables de faire? Il faut qu'elles soient a posteriori explicables, parce qu'il faut bien qu'elles rendent des comptes, comme toute personne qui décide de certaines choses à certains moments. A posteriori, il faut être capable d'expliquer pourquoi l'IA a pris une décision. C'est comme
comme nous tous, parfois on a notre chef, notre collègue qui vient nous voir, mais pourquoi tu as décidé ça? Donc on explique. L'IA doit être aussi, ne doit pas déroger à la règle, et être capable, pas elle-même, mais en tout cas à travers un peu d'analyse, on soit capable d'expliquer a posteriori pourquoi une décision a été prise. Et enfin, donc le deuxième enjeu, c'est aussi de bien délimiter, parce que si on laisse le pouvoir, il faut bien délimiter le périmètre de délégation. Okay. En période de cohabitation, c'est très important de bien délimiter les périmètres de chacun. Un exemple, donc je disais que j'allais tricher un petit peu, donc c'est un cas d'usage sur lequel on a pas mal communiqué, donc si vous avez assisté à certaines de nos présentations, vous avez dû voir ça. Donc c'est un cas dans lequel on va donc lancer des optimisations dynamiques en temps réel dans des ateliers d'injection plastique. Donc c'est dans le secteur automobile. Donc on continue en temps réel, tenir compte, venir regarder ce qui se passe sur le terrain, l'avancement de la production, ajuster en dynamique les plans, les propositions, en tenant compte d'un certain nombre de contraintes. Donc on est sur des logiques d'optimisation, ici réalisées par des approches heuristiques pour être capable, en un temps très limité, d'apporter une réponse. Alors, en quoi j'ai triché un petit peu? Parce que on est sur une délégation partielle. Je parlais de périmètre tout à l'heure. Ce que décide l'IA, c'est uniquement ce qui se passe sur les prochaines heures. Okay. On n'est pas sur un choix qui va impacter totalement le planning. Donc on va décider de transformer des ordres planifiés en OF, en toute autonomie, sur les prochaines heures. Donc c'est la délégation qu'on fait à l'IA, qui a la possibilité, donc sur les premières phases de l'horizon, de transformer des ordres planifiés, donc des propositions, en ordre ferme dans le système d'information. Deuxième axe de ma grille d'analyse, maintenant qu'on a vu les trois niveaux de... Et je vous rassure, la deuxième partie ne va pas durer aussi longtemps que la première. Je vais prendre juste quelques minutes pour parler d'explicabilité, justement. Donc c'est un des enjeux lorsqu'on est sur des niveaux de délégation avancés. Plus on délègue, plus c'est important de pouvoir expliquer a posteriori ce qui s'est passé. Et c'est, de notre point de vue, chez Planiscience, une condition à l'adoption par les utilisateurs. Quand on est, je crois que le mot a été lancé tout à l'heure, black box ou boîte noire, quand on est face à des boîtes noires, c'est très difficile de faire adhérer les utilisateurs. Donc il faut trouver des moyens d'expliquer les choses a posteriori. Alors, pourquoi sont préoccupés de l'explicabilité? Parce qu'il y a un besoin de compréhension légitime. On a tous besoin de comprendre pourquoi on agit et les raisons qui motivent nos actions. On a parfois à prendre des décisions critiques sur lesquelles il faut rendre des comptes. Donc si on n'est pas capable de rendre des comptes, on n'est plus accountable. En anglais, c'est un peu problématique. Comprendre les modèles renforce la confiance dans les modèles. Donc même si un modèle propose une solution optimale et qui n'est pas explicable, on va se dire, là c'est un coup de chance, là, au prochain coup il va se planter, c'est sûr. Mais si on sait pourquoi il a fait une proposition pertinente, on fera davantage confiance. Et dans des projets comme ceux que vous réalisez dans votre quotidien, c'est important d'embarquer les gens. Donc la conduite du changement est un élément essentiel dans les projets qu'on réalise, et c'est important d'avoir une explication, des modèles explicables pour embarquer les gens. Le problème, c'est que dans les modèles d'IA, plus les modèles sont explicables, moins ils sont performants. Là, c'est un peu ballot. Les modèles les plus sophistiqués, c'est des modèles qui sont des modèles avec d'énormes réseaux de neurones, avec plein de niveaux de décision, plein de technologies combinées, de l'apprentissage par renforcement, de l'apprentissage par réseau de neurones, etc. C'est très difficile de réexpliquer a posteriori ce qui se passe dans ces choses-là. Très difficile d'expliquer pourquoi ChatGPT vous répond d'une certaine façon quand vous lui posez une question. Parfois difficile même pour les concepteurs de ces technos d'expliquer a posteriori. C'est un domaine de recherche à part entière dans le domaine de l'IA. Donc il y a des chercheurs qui travaillent sur comment rendre les modèles plus explicables. La situation est qu'aujourd'hui, plus les modèles sont performants, moins ils sont explicables. Les modèles les plus explicables sont aussi les moins performants. Donc c'est un vrai dilemme.
Est-ce qu'on va sur des modèles black box parce qu'ils sont plus performants, mais bah, il y a ce côté black box qui est un peu embêtant, ou alors on est sur des modèles white box, mais c'est au détriment de la qualité ou de la pertinence des propositions. Le point quasi final de ma présentation, c'est cette grille à deux niveaux de lecture. Un premier qui est le degré de délégation, donc à quel point on délègue la prise de décision, et à quel point, quel est le degré, quel est notre niveau de besoin en termes d'explicabilité. Donc selon la nature du projet que vous êtes en train de réaliser, selon la nature de la prise de décision que vous souhaitez déléguer, selon le degré de confiance que vous mettez dans ces technologies, ben le choix ne va pas être le même. Vous n'allez pas toujours aller vers le modèle le plus sophistiqué, vous n'allez pas toujours non plus aller vers le modèle le plus simpliste. Il y a une grande variété de modèles et de technologies et d'approches, et il faut bien choisir ces technologies et ces approches en fonction de ce que l'on souhaite faire. Donc, je trouvais sympa de finir sur une matrice. Les matrices, c'est sympa. Je ne sais pas s'il y a des consultants dans la salle, c'est cadeau. Faites ce que vous voulez. Et c'est une façon de simplifier le propos et de retenir les choses. Donc, je termine là-dessus. Donc, il y a un concept qui est très important en science et qui est intéressant aussi d'avoir en tête, c'est le principe de parcimonie, qui dit que les hypothèses suffisantes pour traiter une situation donnée, les hypothèses suffisantes les plus simples doivent être toujours préférées. Donc, il ne faut pas faire compliqué quand on peut faire simple. Voilà, je termine là-dessus et je vous remercie pour votre attention.